Bienvenue dans Le Monde d'après, une édition spéciale consacrée à la communication de crise. J'ai le plaisir d'accueillir Michel Hermans. Bonjour Michel Hermans. Bonjour. C'est un plaisir de vous revoir, de vous interviewer. Vous êtes professeur et docteur en sciences politiques à l'Université de Liège. Michel, je l'ai dit en introduction à ceux qui nous suivaient, nous nous occupons de la communication de crise de plusieurs entreprises, mais aujourd'hui on a voulu prendre des distances en fait, pour commencer à comprendre la crise et comprendre le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Il y a un constat un peu désarmant aujourd'hui, je ne sais pas si vous le partagez. Peut-on dire que le coronavirus a amené plus de polémiques dans le monde et en Belgique en l'occurrence? Oui, certainement. Les polémiques sont nombreuses. La première, je dirais, et qui risque d'entraîner une des plus graves crises économiques que l'on ait connues dans l'histoire depuis la révolution industrielle, c'est le confinement. Confiner la moitié de la planète. Évidemment, moi je suis entré à l'école primaire, il y avait 3 milliards d'habitants et on a confiné 3 milliards 900 millions d'habitants. Plus ou moins confinés, évidemment. Ça, c'est la première chose. Et ça a provoqué au sein du monde de confinement toute une série de réactions, de réflexions, de rage, de fatigue, d'énervement. Parce que les gens ne sont pas bien. Les gens ne sont pas bien. Surtout qu'ils se retrouvaient souvent dans des petits endroits et généralement les plus démunis. Vraiment entre 4 murs à 7 personnes dans un petit appartement. Ceux qui ont la chance, comme moi, d'avoir une maison et un jardin, je me suis beaucoup occupé du jardin entre les moments où je travaillais pour l'université, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et même l'inverse. C'est plus la majorité dans les appartements, et c'est vrai également en Belgique. Ça, c'est sans doute la première chose. La deuxième polémique, c'est les discussions en direct des spécialistes en médecine, plus exactement virologues, épidémiologistes, etc., qui disaient une chose et le contraire, souvent dans leur explication, pour une raison bien simple. C'est peut-être la maladie qui a connu le plus de médiatisation de toute l'histoire. Si on prend le nombre de morts et le nombre de cas, c'est pas une si grave maladie que cela. Évidemment, étant confiné, peut-être protégé, ça a peut-être empêché un certain nombre de morts, mais reprenons un cas que personnellement, je n'ai pas vécu bien sûr, mais qui a touché ma famille, c'est-à-dire mon grand-père paternel, la grippe espagnole. Il y a eu 50 millions de morts sur la grippe espagnole en 1918. Mais la différence, comme vous le dites, c'est qu'il n'y avait pas cette médiatisation. Il n'y avait pas de médiatisation, on n'avait pas la radio, on n'avait pas la télévision, ou pratiquement pas. Il y avait juste la presse écrite, pour autant qu'on la lise. Ici, non seulement on a même la presse écrite, on a la radio, on a la télévision, de multiples chaînes, on a Internet, on a les réseaux sociaux. On a la théorie du complot. On a la théorie du complot qui vient se greffer parce qu'il y a trop d'informations qui a toujours existé, mais enfin ici elle a atteint des niveaux. Ça a créé une psychose énorme auprès de la population qui n'arrêtait pas de me dire « mais en fait, tu ne te rends pas compte, 300 000 ou 400 000 morts, c'est énorme ». Mais j'ai dit « c'est rien du tout, même à côté de la grippe de Hong Kong en 1968, dont on n'a pas parlé, et c'est passé comme une lettre à la poste ». Avec une réalité en plus, c'est que, étant donné qu'on vit cette crise sanitaire qui fragilise sur le plan humain, on a besoin de repères, et ce sont les médecins, ce sont les épidémiologistes qui ont été les repères de notre société, du fonctionnement de notre société. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là. En tout cas, dans un premier temps, c'est vrai. On les a interviewés et ils n'avaient pas, tous la même analyse. Parfois, les uns disaient une chose et puis c'était ce contraire. Et même tous disaient les masques ne sont pas nécessaires, puis on a dit les masques seraient utiles. On a fait la comparaison avec les pays asiatiques où là, c'était les masques parce qu'ils ont l'habitude de porter des masques pour tout et pour rien. Et ils ont eu moins de décès. Peut-être est-ce dû à cela. C'est une question importante. Il est clair que le gouvernement a menti par rapport au manque de préparation. On avait des stocks parce qu'il faut parler des premières lignes, des soignants, etc., etc.
on avait des stocks qu'on n'avait plus. Il est évident que comme tous les pays tombaient les uns après les autres, parce que c'est quand même une pandémie, donc ça a touché toute la planète, tout le monde a commandé. Et ça, c'est un fait de la mondialisation. Avec la mondialisation, on a transféré pratiquement toutes nos entreprises dans des pays émergents, essentiellement la Chine, mais qui fabriquait tout. Mais l'offre ne suivait pas la demande en même temps. Forcément. Et en plus, les critères, les normes ne sont pas tout à fait les mêmes d'un continent à l'autre. Donc on a été confronté à des masques qui ne bénéficiaient pas des mêmes normes. Ça, c'est un constat. C'est un constat, pas les mêmes normes. Et puis, comme pour tout, il y en a qui se lancent dans la fabrication de choses qu'ils n'ont jamais faites, et qui sont pratiquement des arnaqueurs et qui parviennent à les vendre parce que tout le monde en cherche. On pourrait se poser quand même franchement la question sur le problème Avrox, avec ces masques qui doivent être lavés théoriquement 60 degrés dans un premier temps, mais qui ne peuvent l'être et puis qu'on annonce 30 degrés après. Et puis, il y a des tas d'autres choses dont on pourrait parler sur ces masques en question. Il y a véritablement, à ce niveau-là, eu un contexte global, très anxiogène. Un contexte anxiogène et qui amène des polémiques. On a le coronavirus qui fragilise sur le plan humain. On a une crise économique, je pense que inédite. Donc ça, c'est clair. On a une conjugaison, une crise économique qui arrive, qui fragilise sur le plan financier. On a une médiatisation. Est-ce que le coronavirus, finalement, c'est un déclencheur, c'est un accélérateur des dysfonctionnements de notre société? C'est une caisse de résonance? Qu'est-ce que c'est selon vous, Michel Hermans? Ça doit être, je dirais plutôt, une caisse de résonance qu'un déclencheur. Mais il suffisait de peu de choses après pour mettre le feu aux poudres. Oui, parce que les gens sont plus nerveux, c'est ça. Il y a plus de nerveux. C'est ça, plus de nervosité. Vous parlez évidemment du côté anxiogène, on parle de la crise sanitaire, de la crise économique, mais on oublie la crise humaine. Les gens qui ont peur, qui sont dépressifs, les psychologues annoncent qu'il y aura des suicides de gens qui n'ont pas pu supporter ou qui ne supportent pas la situation actuelle. Et puis alors, des choses anciennes qu'on laissait parfois passer, et comme on est resté sur la médiatisation et que les médias en ont profité, parce que tous les citoyens deviennent des journalistes. L'affaire de George Floyd aux États-Unis, filmée pendant 8 minutes 46, c'est-à-dire toute son agonie, pendant tout le moment où il était étouffé, a déclenché une véritable crise contre le racisme qu'on n'avait plus connu depuis l'assassinat de Martin Luther King. Donc, et depuis lors, ça se répète et ça s'étend à d'autres périodes de l'histoire. On a l'impression que la moindre chose, on revient là-dessus. La France connaît des manifestations, non pas toujours à cause du racisme et de la violence policière, qui est parfois vraie, qui est parfois fausse. Les policiers ont été victimes de violences, les citoyens sont victimes de violences, mais pour l'instant, comme les gouvernements ont raconté une chose et parfois son contraire et sont paniqués devant la crise économique, eh bien, ils poussent peut-être à déconfiner trop rapidement et on n'a plus confiance en personne. Vous dites quelque chose qui est très important. On a tendance à paniquer face à la crise économique et c'est peut-être un premier conseil qu'on peut adresser aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise qui nous écoutent aujourd'hui. On voit que le tableau n'est pas rassurant parce qu'il y a une inquiétude sur le plan collectif, sur le plan humain, sur le plan financier. Face à la crise que nous traversons, est-ce qu'on doit la minimiser? Est-ce qu'un chef d'entreprise doit minimiser la crise et s'il traverse une crise dans son entreprise, la contextualiser ou finalement doit-il lui donner une ampleur et finalement le regard qu'on va porter sur une crise risque de l'amplifier, si vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Il ne faut pas la minimiser parce qu'elle est bien réelle. Elle est bien réelle. On voit, par exemple, un secteur important comme le secteur de l'aviation et des agences de voyage par avion, essentiellement, c'est des milliers d'emplois qui sont en train de sauter, des entreprises qui font faillite, ça c'est clair. Donc tant dans le secteur privé que dans le secteur public, que dans le secteur public, il y a les deux. La deuxième chose, c'est que malgré la réouverture de beaucoup d'endroits, on constate que les gens gardent la peur qu'on leur a donnée pendant toute la crise et ne vont pas tant que cela dans les magasins, notamment les petits commerces. C'est quand même 90% de notre emploi en Belgique. Ça signifie qu'on a un peu sapé le moral qui va inviter à la consommation, en fait. On sape le moral qui pourrait inviter à la consommation.
Il est clair que les chômeurs temporaires ont perdu de l'argent, mais comme on ne dépensait pas puisqu'on ne sortait pas, quelque part, c'est presque bouffe. On pourrait recommencer en se disant maintenant, j'ai des économies. Qui a vraiment des économies en grande masse? C'est une moyenne que donne notamment la Banque nationale, mais l'ensemble des citoyens, il y en a quand même qui ont des difficultés colossales de devoir redémarrer parce qu'ils ont eu des difficultés à vivre avec ce chômage temporaire, qui, soit dit en passant, quand on compare entre la Belgique et la France, 70% en Belgique, c'est peut-être beaucoup par rapport au chômage traditionnel, mais c'est 84% en France. Ça permet peut-être de protéger mieux les Français, mais n'empêche que tous ces gens-là n'ont pas envie de dépenser parce qu'ils ne savent pas très bien vers quoi ils vont. Est-ce qu'ils vont retrouver leur emploi? Il y en a qui, les entreprises ont ouvert et qui n'ont pas encore retrouvé leur emploi parce qu'il n'y a pas assez de commandes, parce qu'il n'y a pas assez de besoin de main-d'œuvre en matière. Ce que j'entends aussi, c'est qu'à travers ce climat qui est politique aussi, on a des polémiques autour des masques, autour de la gestion des stocks, autour de la relance économique, on a des demandes de démission au sein même d'un syndicat. Ce climat général a des répercussions sur les entreprises privées, sur les entreprises publiques? Sur tout le monde. Sur tout le monde, dites-vous. Je pense qu'elle a des répercussions sur tout le monde. On voit déjà même bien au niveau le plus élevé que les universités, alors que les écoles on recommence, en tout cas primaires, ont recommencé. Maintenant, on en referme parce qu'on voit des nouveaux cas réapparaître. Donc, ça n'arrange rien. Chez les enfants, qu'on dit être protégés, mais ils sont peut-être porteurs et ils risquent de contaminer des personnes adultes. Mais l'université, la seconde session au mois de septembre sera toujours, en principe, si rien ne change, sera toujours en vidéoconférence. Ça, c'est une première chose qui prouve que même à ce niveau-là, service public, on aura encore des freins importants. Et donc, ça ne pousse pas les gens à sortir de chez eux. Et combien de fois maintenant utilise-t-on encore le télétravail? Utilise-t-on, quand il faut faire une interview, c'est rare que je sois directement en studio, invité, mais les 3/4 des interviews que j'ai faites pour radio ou télévision, surtout télévision, c'est par mon ordinateur avec la vidéoconférence. Donc, à travers le message, et ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que la responsabilité qu'ont les chefs d'entreprise publics et privés, c'est d'avoir confiance en fait, c'est de communiquer la confiance, même s'il est clair qu'il y a une crise, la situation n'est pas rassurante, on doit être sur nos gardes. Ça, c'est un message que vous faites passer. On ne doit pas minimiser une crise. On a un message important à faire passer, c'est d'avoir confiance en l'avenir. Si on cherche à contextualiser justement l'impact de cette crise sanitaire. Attention. Confiance envers l'avenir, c'est une alerte. Ce qu'on vient d'avoir, une alerte très forte, malgré tout. Même si, je dis, on l'a excessivement exagéré sans doute dans les médias, mais c'est une alerte importante qui doit pas seulement donner confiance, mais surtout de la créativité de la part des entrepreneurs. Envisager d'autres choses, envisager d'autres façons de produire, d'autres produits qui soient plus en conformité avec l'environnement. Parce que on est pratiquement 8 milliards sur la planète. Donc c'est réussir à créer de la valeur, mais qui soit cohérente avec les aspirations du monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Tel qu'il fonctionne aujourd'hui avec ses dérives en fait. Avec ses dérives. C'est-à-dire qu'il y a trop de monde sur la planète, comme je le disais, avec une vitesse phénoménale. Je dis toujours à mes étudiants, il a fallu 12 000 ans pour atteindre 1 milliard d'habitants. Il a fallu 200 pour le multiplier par 11. 200 ans. Donc, c'est pas normal, surtout que toutes ces personnes consomment, même s'il y en a qui consomment nettement moins dans les pays les plus pauvres, nous sommes bien d'accord, mais consomment et n'a pas beaucoup de respect à l'égard de l'environnement. C'est un message d'alerte que vous lancez en fait. Oui, et je ne parle même pas du réchauffement climatique, je parle d'abord de la consommation, de notre façon de consommation. On surconsomme trop. De notre responsabilité. Vous êtes en train de nous dire, Michel Hermans, pour conclure, que, en fait, le coronavirus est en train de changer le monde. Il a changé, il changera peut-être le monde, mais je crains malgré tout que si le coronavirus, enfin le SARS-CoV-2, puisque c'est le nom du virus, disparaît
pas par enchantement, ce sera peut-être plus par le vaccin, il y en aura d'autres. Mais quand? Je suis désolé, sur le XXe siècle, il y a eu 2 grandes pandémies ou 3 grandes pandémies, plus d'autres épidémies, et il est clair que les gens, après 1918, n'ont pas retenu peut-être suffisamment la leçon des 50 millions de morts. C'était bien pire, mais on sortait de la guerre évidemment, les gens étaient affaiblis. Alors c'était ça qu'on allait dire, bon oui, les gens étaient affaiblis. Puis les gens n'ont pas fait tellement attention, puisque c'est quand on a fait de l'histoire de cette période qu'on a appris ce nombre de morts. Maintenant on le sait, on pourrait dire le nombre de morts au chiffre, à l'unité près, tellement on nous les balance tous les jours à la télévision et sur Internet. Mais je pense que fondamentalement, l'être humain a tendance à oublier. Donc quand je parle de créativité, quand je parle de nouvelles façons de voir l'avenir, c'est de la part de ceux qui sont à la tête d'entreprises, des États, du service public comme des entreprises privées, à être innovateurs et à conscientiser les populations qui seront appelés peut-être demain à devoir moins travailler parce qu'il y aura trop de monde, mais en même temps trouver des solutions pour vivre plus correctement. Il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Merci Michel Hermans. C'était une toute première lecture dans cette première interview dans le monde d'après. Pour comprendre le monde qui nous entoure, comprendre la crise, c'est comprendre le monde qui nous entoure. Et on entend bien le message d'alerte. En tout cas, la responsabilité qui est celle des entreprises, des chefs d'entreprise publics et privés qui nous suivent aujourd'hui, celle de comprendre que pour vivre dans le monde d'après, c'est créer en fonction de valeurs, mais en fonction d'une valeur qu'on amènera sur le marché pour justement inspirer. Merci Michel Hermans. Merci beaucoup également.